Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Versailles 1919 publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue de ce que le jeu appelle les Crisis Events. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, les cartes événements sont séparées en deux. Il y a la portion du haut qu'on appelle la Crisis, la portion du bas qu'on appelle la conférence Event. Donc là, on va parler uniquement là, de la portion du haut. On va couvrir la portion du bas dans le vidéo suivant. La portion du haut, là, c'est important de se remettre le timing en tête. Ça arrive quand? Ça arrive à la fin complètement de la séquence de résolution d'un issue, l'étape 5 ici. Et je tiens à rappeler que c'est complètement aléatoire. Le joueur actif prend la première carte du deck event, il a flip, il fait l'événement Crisis qui est en haut. Personne n'a eu le temps de voir venir ça. C'est quelque chose qui arrive, point. Fait que contrairement à la portion du bas qu'on voit venir, qu'on a le temps de se préparer, qu'on peut peut-être même négocier, là, la portion du haut, ça frappe tous les joueurs là, de la même façon, là, de manière totalement aléatoire à la toute fin de la séquence de résolution d'un issue. J'avais dit aussi dans une vidéo précédente, puis j'étais pas loin, j'avais dit que selon mon expérience, à peu près la moitié des cartes événements causait un uprising check. Il y a 46 cartes événements au total. Il y en a 21 suite à mon décompte et mon regroupement. Il y en a 21 qui causent un uprising. Fait que j'étais pas loin. Un uprising check, pas nécessairement un uprising, là, mais une tentative d'uprising. Tentative de soulèvement. Fait que tenez-vous là pour dire, là, ça veut dire que une carte event sur deux à peu près va causer un uprising check. Fait que quand je disais dans le vidéo précédent, là, c'est pas anecdotique et banal, un uprising. Les crisis s'occupent de ça pour vous, là, puis souvent vont venir tester les régions problématiques là, pour voir s'il est temps pour elles de se soulever. Fait qu'allons-y gaiement. Part ici avec 9. Définitivement, là, c'est le truc le plus populaire. Là. Alors, 9 cartes ont comme Crisis Event un Uprising Check, entre guillemets, standard. Alors, je répète, Uprising Check standard veut dire qu'on prend la ou les régions qui ont le plus d'unrest et on fait un Uprising Check pour cette ou ces régions-là. Pour les faire en séquence, comme j'expliquais dans une vidéo précédente, les joueurs qui ont des unités militaires là, dans les colonnes 5, 6 ou 7 peuvent influencer le dé. Et au terme de ça, on va savoir s'il y a un ou plusieurs uprisings. Donc, vous en avez quand même 9 sur les 46 qui sont comme ça. Vous en avez 4 sur les 46 que c'est un uprising check, mais vous ajoutez 1 au résultat du dé. Alors, la région est encore plus, là où les régions sont encore plus susceptibles de se soulever. Là. Parce qu'on répète, là, plus on brasse haut, plus la région a des chances de se soulever. Fait qu'en ajoutant +1 au check avec l'événement, là, entre guillemets, over and above ce que les joueurs présents pourraient enlever ou ajouter au dé, là, la région a plus de chances de se soulever. À l'inverse, vous en avez 6 qui vont faire un uprising check, mais là, vous soustrayez 1 au jet de dé. Alors là où les régions sont moins susceptibles de se soulever. Alors c'est des uprising checks plus modérés, moins de chances que ça pète, comme on dit. Vous en avez une qui est vraiment unique et spéciale. Là. Alors ça dit de faire un uprising check dans la région de l'issue qui est en train d'être settlée. Alors là, on va venir cibler une région en particulier. On ne prend pas celle qui a le plus d'unrest. On va prendre celle exceptionnellement de la région de l'issue qui vient d'être settlée. Fait que si on vient de settler, si on est en train de settler un issue dans le Middle East, même si c'est pas le Middle East qui a le plus d'unrest, là, on va venir là, spécifiquement faire un uprising check là. Et je répète, si cette région-là, à ce moment-là, si le Middle East a le unrest marker ici ou là à cause du petit X ici, ça n'a pas d'effet. Mais même s'il est juste à 6+, puis il y a d'autres régions qui le dépassent, c'est dans le Middle East spécifiquement qu'on va venir faire un uprising check. À noter que si vous êtes en train de settler une issue de type réparation ou ligue, comme j'ai parlé dans les vidéos précédentes, ça c'est pas associé à aucune région, alors encore là, le Crisis Event n'aurait aucun effet. Et peut-être la plus particulière ou spéciale de la gang, celle-là ici, bon, on dit Uprising Check, c'est correct, même affaire, là où les régions qui ont le plus d'unrest, ça va bien.
Mais il y a une petite portion après qui dit si suite à tous ces checks-là, il n'y a aucune issue qui a été unsettled, on va venir ajouter un rest à toutes les régions pour lesquelles on a fait un check. Fait que donc ça vient jeter de l'huile sur le feu un peu là. Dès qu'il y a un issue qui a été unsettlé, là, même si c'est juste dans une seule région, on n'ajoute pas rest nulle part. Mais si suite à ce ou ces checks-là, il n'y a aucune issue qui a été unsettled, de toutes les régions concernées vont recevoir un rest de plus. Elle est unique, cette carte-là. Ensuite, on passe à la catégorie jetons de l'huile sur le feu sans nécessairement faire d'uprising check. Alors, vous avez deux cartes qui disent d'ajouter ce qu'on appelle un powder keg, un baril de poudre, dans une région random. Alors, d'abord, une région random, on ne l'a pas vu encore. J'attendais de parler des événements pour vous le montrer, parce que c'est juste là-dessus qu'on va voir ça. Là. Mais vous avez ici, là, quand ça demande de choisir une région random, vous brassez un dé. 1 à 5, c'est les régions associées. Si jamais vous brassez 6, il n'y a pas d'effet. Alors, dans ce cas-là, on brasserait un dé. Si je pogne 5, c'est la région du Pacifique. Ajouter un powder keg veut dire de bouger le baril d'une case vers la droite. Gardant en tête qu'il ne peut pas bouger plus à droite que cette colonne-là et gardant en tête que le marqueur d'unrest ne peut jamais être sur la même case ou plus à gauche que le baril de poudre. Donc, essentiellement, le baril de poudre, si nécessaire, va pousser, comme on a vu là, le marqueur d'unrest vers la droite. Et on rappelle là, que ce baril de poudre-là, c'est un peu le plancher, là, ça devient le nouveau plancher d'unrest de cette région-là. Là, quand on reset le marqueur d'unrest, il va venir se recoller sur le baril de poudre. Là. Donc, plus il est à droite, là, plus la région est à risque là, de faire des soulèvements consécutifs. Là. Alors, pas de pricing check, mais évidemment, ça, donc ça met la table pour de futurs problèmes dans la région en question. Ensuite, on a Speech qui dit d'ajouter un unrest à la région de l'issue qui est en train d'être settlée. Même affaire, même exemple que tantôt, je suis en train de settler une issue du Middle East. J'ajouterais un unrest à la région du Middle East. Si on est en train de settler une issue de type réparation ou ligue, j'ajoute pas d'unrest nulle part. Et trois cartes qui peuvent changer pas mal le portrait du tableau des Unrest. Là. Alors ici, on a trois cartes là, qui ajoutent deux d'Unrest dans une région random. Alors même une région où tout était calme, soudainement, là, de bouger son Unrest marker de deux cases vers la droite, là, ça peut quand même changer le portrait pas mal. Et on voit qu'ils sont forcés, ils ont mis des noms de Crisis Event, Famine, Natural Disaster, avec des petits dessins. Là. C'est quand même bien. Ensuite, dans la catégorie, les catégories sont de bon cru, vous aurez deviné, là, dans la catégorie punissons la personne qui vient de gagner un issue. Alors, on a cette carte-là ici qui dit que le contrôleur de l'issue qui est en train d'être settlé perd 2 de bonheur. Et on a sa version un peu moins grave où le contrôleur de l'issue qui est en train d'être settlé perd 1 de bonheur. Alors, deux cartes qui peuvent faire mal à la personne qui vient de gagner le issue. Donc, ne pas confondre encore là le joueur actif avec le joueur qui vient de gagner le issue. Donc, le joueur actif pourrait être le Britannique, qui pourrait avoir décidé, comme action politique, de venir settler un issue sur lequel le français était majoritaire. Donc, le contrôleur de l'issue being settled, c'est le français. Ce n'est pas le Britannique dans ce cas-là. Ensuite, dans la catégorie calmons le jeu, parce que ça arrive des fois. Alors, vous avez une carte ici qui dit qu'on enlève un rest de la région de l'issue qui est en train d'être settlé. Je répète qu'on peut pas aller plus à gauche que le baril de poudre, mais quand même, si c'est possible, on enlève un non-rest de la région de l'issue qui est en train d'être settlée. Ensuite, vous en avez une qui enlève un non-rest d'une région random. Et vous en avez une qui enlève un powder keg, donc un baril de poudre d'une région random, qui tasse le baril de poudre à gauche dans une région random. À noter, c'est trouve pas que c'est super intuitif et évident, là, le baril de poudre spécifiquement peut sortir du tableau. Alors, dans ce cas-là, là, ça dit d'enlever un baril de poudre d'une région random. Si je brassais le Pacifique, là, le Pacifique peut revenir à sa position initiale qui est en dehors du tableau.
C'est pas... Bon, c'est peut-être clair dans votre tête. Moi, je trouve pas ça hyper intuitif, mais c'est possible. Certaines personnes pourraient penser qu'une fois qu'on est rentré dans le tableau, on est pris dans le tableau. Ben non, on peut sortir, le powder keg peut sortir du tableau, là, dans le cas de trucs comme ça qui enlèvent un powder keg. J'en profite pour faire mon petit bitchage de designer slash développeur, là. Je ne suis pas un grand fan. On voit ici un événement qui s'appelle Speech en haut, qui enlève un d'unrest de la région qui est en train d'être settled. Mais on a un événement ici avec le même nom, Speech, et le même petit dessin là, qui ajoute un d'unrest à la région de l'issue being settled. Alors, j'ai pas de problème de varier les événements. Là, comme ici, on avait un événement famine puis un événement désastre naturel qui a le même effet. Ça, j'ai pas de problème. Mais que le même nom d'événement fasse différents effets, ça, j'ai un petit peu plus de misère. Je pense qu'il aurait pu être plus créatif. Puis, je suis conscient qu'un speech, un discours, ça peut calmer le jeu puis ça peut mettre le feu aux poudres. Mais moi, j'aurais peut-être mis, mettons, inspirational speech, un discours inspirant, ça enlève un d'unrest de la région de l'issue being settled, puis l'autre, j'aurais peut-être appelé ça, mettons, un hateful speech, un discours haineux, que ça vient d'ajouter de l'unrest à la région de l'issue being settled. C'est juste pour différencier, juste pour dire, parce qu'après ça, tu essayes de référer à des événements, tu fais des recherches sur Board Game Geek, si tu fais une recherche sur speech, tu peux tomber sur un paquet d'affaires. OK? Fait que c'est, bref, mon petit qui suis-je pour critiquer le grand Mark Herman, mais c'est mon my two cents par rapport à ça. Je trouve aussi que dans certains cas, c'est le cas de la prochaine carte événement. Là. Fait que on voit celle de gauche là, qui s'appelle Gossip, là, du commérage. Là. Je sais pas, peut-être qu'il aurait pu être un petit peu plus créatif par rapport à ça. Là. Euh, anyway. Alors, là, on est dans la catégorie, bon, c'est pas l'expression, mais faisons chier les gens qui ont déployé du militaire dans le tableau. Et quand même pas à peu près. Là. Donc, on a ici deux cartes qui ont le même effet, là, un titre différent, mais le même effet. Là. On prend toutes les unités militaires qui sont déployées en ce moment dans le tableau et on les exhauste. Ça c'est majeur. Là, vous pourriez avoir là, à 4 joueurs, là, vous pourriez avoir au total peut-être 10 unités militaires dans le tableau. Là. Tout ce beau monde-là s'en va exhauster. Ça veut dire que le prochain joueur là, va peut-être être obligé de prendre son action politique pour venir réclamer ses unités militaires, puis après ça, prendre son unité militaire pour redéployer une seule unité. Si vous aviez 3 unités militaires de déployer, vous allez devoir les redéployer là, une à la fois. Vous allez en avoir pour 3 tours pour remettre vos unités militaires où ils étaient. Puis ça donne l'opportunité à des gens, si vous étiez le roi du Middle East, parce que vous étiez mis le plus à gauche au Middle East, là, ça donne l'opportunité à quelqu'un peut-être de venir vous voler le spot. Alors ça change sérieusement le portrait du tableau, merci. Là. Vraiment, c'est quelque chose. Là. Et une carte très répandue quand même, il y en a 6. Chaque joueur perd 1 de bonheur pour chaque unité de militaire qu'il a de déployer. Alors ça, là, de connaître cet événement-là, là, vous allez le voir peut-être 2, 3 fois dans une game typique, c'est quand même pas banal. Là. Pensez que si vous avez 3 unités militaires de déployer, c'est moins 3 de bonheur. Aïe aïe. Et je répète que si vous perdez suffisamment de bonheur, anyway, vous allez perdre des unités militaires, vous allez devoir les démobiliser de force. Là. Fait que c'est cette carte-là, quand on la connaît, c'est une région de pas trop se presser à déployer des unités militaires. Attendez de voir c'est quoi les issues que vous gagnez, c'est quoi les trucs, là. Mais tu sais, là, il n'y a pas de presse là, dès le début du premier tour là, d'aller déployer des unités militaires. Si vous êtes le seul qui le fait, puis cette carte-là sort, vous allez être le seul à être puni. Là. Donc, il y a quand même 8 cartes au total qui punissent les gens qui ont des unités militaires de déployer. Ensuite, vous avez 3 cartes, là, manœuvre militaire. Alors, chaque joueur, en terminant par vous, là, vous étant le active player dans ce cas-là, là, peut récupérer une de ses exhausted military units ou peut ramener à la maison une de ses unités militaires qui est déployée. Alors, normalement, on peut faire ça juste avec une action militaire dans le cas de l'unité qui est déployée ou via une action politique de recover ou de reclaim dans le cas de l'unité militaire qui est exhaustée. Dans le cas de cette carte-là, vous avez l'opportunité de le faire là, au moment où le Crisis Event sort.
Et finalement, deux cartes un peu plus uniques, là, vraiment. Là. Alors ici, on a le joueur qui contrôle le plus de issue exhauste deux de ses cubes d'influence. Si jamais il y a égalité, là, il y a plus qu'un joueur qui est majoritaire au niveau du nombre de issues contrôlés, tous ces joueurs-là exhaustent deux d'influence. Un peu bash de leader-ish comme événement. Et finalement, chaque joueur recovers 4 d'influence exhausted. Ça va peut-être encore là, il y a peut-être des joueurs que cet événement-là va passer dans le beurre parce qu'ils viennent de faire un reclaim puis il n'y avait plus de cubes exhausted. Il y avait peut-être des joueurs qui avaient prévu de faire un reclaim, mais là, vu que ce crisis-là vient de sortir et qu'ils récupèrent 4 cubes, sont peut-être capables encore de se battre, faire un dernier push sur certaines issues sur la table. Fait que, est quand même intéressante là, comme événement. Alors voilà, ce sont les Crisis Events. Dans le prochain vidéo, là, vous aurez deviné, on fait la portion du bas. Là. Je vais essayer de faire des regroupements encore, la même affaire, là, mais ça vous donne une idée de ce qui vous pend au bout du nez, puis de ce qui vous attend comme événements aléatoires qui vont popper là, au fil de la game. Là. Dans une game typique, vous allez peut-être voir la moitié ou le deux tiers de ces cartes événements-là. Là. Ça m'est jamais arrivé de passer à travers le deck. Là. Il y en a quand même 46. Là. Puis généralement, on passe à travers les issues plus rapidement qu'on va passer à travers les événements. Fait que manquez pas le prochain vidéo là, pour qu'on voit là, les conference events ensemble. À plus!